Many have unfortunately been confused by the recent reports of weather modification that were published in some Southern California papers. A lot of people have posted this. These reports were designed to distract people from the geoengineering elephant in the room, and that's exactly what they did, distract people. This is our cloud. You're the flyer, and you're flying over the cloud, dropping. No, the cloud's not flying. But I like the special effects. Scratch that. But the cloud is shaking it up, 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 shaking it up. And what it is, again, this is warm cloud seeding, so all those water droplets are glomming on to the salt crystals that are in there. And so then we get the results. It rains. Donuts. It rains donuts. Yes! Yay! When people assume that this is somehow geoengineering, it's not. This is small-scale weather modification, and when people are shown pictures of small aircraft with flares tied to the wings that seem very benign, that can't really have a huge effect in the environment, and then they convince themselves that that's all that's going on in the sky, so therefore they ignore the climate engineering monster that's spraying. A single aircraft can spray 60 to 70 tons of nanoparticulates in one flight. And so I'm not sure why everybody jumped on this. Again, it was confusing for a lot of people. They seem to think this was some admission to geoengineering. It's not. Cloud seeding has been used around the world for decades. There are 172 bills before the U.S. Senate right now calling for more weather modification programs. It's an admission to climate modification on a small scale, which we have 200 separate programs publicized in the U.S. every single year on that scale. They're just red herrings, distractions, that's all. We need to keep our focus on geoengineering, solar radiation management, climate engineering. Not be distracted by some local weather modification program that does virtually nothing in the bigger context. Nothing. Make your voice heard. Help us to turn the course of the Titanic before it goes to the bottom. Don't sit on the bench and complain or say there's nothing you can do. Don't believe that lie. Help us. Help us to change course. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main.
et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup d'ailleurs ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans. Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent petit âge de glace. Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui. Une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen-Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles, et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui ? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve ? Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'1 demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940, au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Voici un relevé des températures de l'Arctique au cours du XXe siècle. Durant le boom économique de l'après-guerre, les températures s'effondrent. Et paradoxalement, elles cesseront de décroître seulement lors de la crise économique des années 1970. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse. Pour nombre de scientifiques, la conclusion s'impose. Le soleil gouverne le climat. Le CO2 ne compte pas. Alors pourquoi, si tel est le cas, nous assène-t-on constamment, jour après jour, que le réchauffement planétaire est le fait de l'homme ? Tout ce qu'il y a de vert dans cette affaire, ce sont les billets. Notre planète est totalement aux abois. Notre espèce est désormais incontrôlable. La discussion du sujet a commencé avec Margaret Thatcher.
Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne créait pas d'émissions de CO2. Tel était son propos qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi. Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Faute d'une bonne compréhension du système climatique et d'une mise en corrélation de toutes ses composantes, les rayons cosmiques, solaires, le CO2, la vapeur d'eau, les nuages, votre modèle ne vaut rien. L'éventail des prévisions climatiques varie considérablement. Ces variations résultent d'une légère modification des hypothèses sur lesquelles les modèles sont fondés. J'ai travaillé avec des modélistes. Or, en fignolant les paramètres d'un modèle mathématique, on modélise tout et n'importe quoi. On peut faire apparaître un réchauffement ou un refroidissement du climat en y apportant des modifications. C'est de la pure propagande. Les rapports officiels émis par le GIEC sont souvent très alarmants. Mais sont-ils fiables ? J'ai été scandalisé par la lecture du deuxième et du troisième rapport d'évaluation. Ce n'était qu'une addition d'informations inexactes sans aucune source scientifique. En tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y était citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais.
Enfin, ça a été un vrai combat, jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles. Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. Paul Driessen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens. Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. Honnêtement, je ne vois pas comment un panneau solaire pourrait alimenter une aciérie ou une ligne de chemin de fer. Ça pourrait peut-être suffire pour un transistor. Tout ce qu'il y a de vert dans cette affaire, ce sont les billets. Notre planète est totalement aux abois. Notre espèce est désormais incontrôlable. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. La question à laquelle nous consacrons une grande partie de notre travail est la suivante. Comment des nuages de type cirrus se forment-ils à partir de fines traînées de condensation? Nous avons ici un cas extrême. Il s'agit d'une photo satellite de l'Europe centrale prise en 1995. En haut de l'écran, on voit le Danemark. Ici en bas les Alpes et l'Allemagne au centre. Toute l'Allemagne est tapissée de traînées de condensation. Entre ces traînées se trouvent des zones de couleur blanche. Ce sont des nuages de type cirrus qui se sont formés à partir des traînées de condensation. Sans le trafic aérien, ces nuages ne seraient probablement pas apparus. C'est pourquoi on suspecte le trafic aérien de jouer un rôle majeur dans les changements climatiques. L'idée serait d'exploiter 3 aéroports existants situés près de l'équateur. Des avions ultra rapides chargés de soufre en décolleraient à fréquence régulière. Ce serait pas une grosse opération? Non, c'est assez modeste, surtout comparé au nombre d'appareils que possèdent les grosses compagnies aériennes. Il y a des milliers d'avions dans le ciel en ce moment, partout dans le monde. Eureka! Un moyen de refroidir la planète instantanément. Mais si j'ai bien appris une chose dans cette histoire, c'est que tout a un prix. On devra peut-être en arriver là pour sauver le monde. Mais autant se préparer à faire des choix difficiles. Sauver le Groenland, mais assécher l'Asie et l'Afrique. Vivre avec un ciel blanc et des couchers de soleil sulfuriques pour sauver des eaux New York ou Bombay. Cette opération pourrait porter ses fruits en quelques semaines. J'avoue que c'est tentant.
Depuis plus de 10 ans, le physicien danois Henrik Svensmark travaille sur une nouvelle théorie du climat qui pourrait remettre en cause notre compréhension du changement climatique. Tous les processus qui se produisent dans notre univers, des explosions stellaires aux grandes variations d'intensité de l'activité solaire, nous touchent de façon beaucoup plus directe que nous ne le pensions. Nous avons suivi Henrik Svensmark dans sa lutte pour se faire entendre. Se faire entendre par une communauté scientifique peu disposée à accepter l'idée que le réchauffement climatique actuel puisse avoir des causes naturelles. Les nuages et la vapeur d'eau produisent un effet de serre considérable sur le climat terrestre. Ce seraient donc les nuages au-dessus de nos têtes les responsables du réchauffement? Tout le monde se préoccupe du dioxyde de carbone, mais les nuages jouent un rôle déterminant dans le changement climatique. Nous sommes confrontés à un problème somme toute récurrent. Les idées novatrices sont rarement bien acceptées par les milieux scientifiques. Et ça, d'autant plus lorsqu'elles proviennent de quelqu'un de jeune et d'inconnu dans le domaine de recherche concerné. Il peut alors avoir beaucoup de mal à faire publier ses travaux. Notre théorie peut se résumer ainsi. Au lieu de considérer les nuages comme étant le résultat du climat terrestre, il faut inverser les choses et voir le climat comme le résultat des changements dans la couverture nuageuse. Pour la première fois, l'intuition de l'importance des nuages dans le climat terrestre lorsque mon patron, Egil Friis Christensen, a découvert une remarquable corrélation entre l'activité solaire et les températures terrestres. La corrélation était si forte que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ça m'a encouragé à chercher dans cette voie et à prendre en compte les nuages dans ma recherche d'une explication. Quand nous avons publié ces travaux en 1991, tout le monde pensait que le réchauffement des 100 dernières années était dû avant tout à l'augmentation du dioxyde de carbone du fait de l'activité humaine. La communauté scientifique a donc été très surprise de découvrir la corrélation quasi parfaite entre les variations de l'activité magnétique solaire et la température terrestre. Nos expériences montraient de façon très claire que lorsque l'activité magnétique du Soleil était plus importante, la température de la Terre était plus élevée. Personne n'était en mesure d'expliquer quel mécanisme pouvait être à l'origine de ce phénomène. Nous savions que d'une manière ou d'une autre, l'activité magnétique du Soleil devait avoir un effet, direct ou indirect, sur le climat terrestre. Mais comment ça fonctionnait demeurait un vrai mystère scientifique. Et puis un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau en parlant du rayonnement cosmique. Lorsque j'ai entendu ce terme, j'ai immédiatement pensé à une expérience que j'avais faite au lycée, dans ce qu'on appelait une chambre à nuages. À l'intérieur de cette chambre, l'air est super saturé, et quand les particules des rayons cosmiques le traversent, ça produit une chaîne de gouttelettes qui forment comme un petit nuage. Avec cette image en tête, je me suis dit, et si le rayonnement cosmique était responsable de la formation des nuages? Et si le Soleil, avec son champ magnétique, était capable de modifier la couverture nuageuse de la Terre? Nous aurions alors une parfaite explication du changement climatique.
Le Soleil en serait le principal responsable par le biais des nuages que nous voyons chaque jour dans le ciel. Quand nous avons découvert le lien entre le rayonnement cosmique et les nuages, nous avons tout d'abord pris en compte toute la couverture nuageuse. Mais je devais trouver ensuite de quels nuages précisément il s'agissait. Une nouvelle série de données nous a permis d'étudier plus précisément cette question. Nigel Marsh est alors venu en renfort. Il m'a aidé à analyser ces données. Et à notre grande surprise, nous avons découvert que ce lien est très net, surtout sur les nuages de basse altitude. Ce sont de bonnes nouvelles pour notre théorie. Ça signifie donc que les nuages de basse altitude ont un fort effet refroidissant sur le climat terrestre. Si leur quantité augmente, le climat se refroidit. Mais si on a un rayonnement cosmique moins intense, on a aussi moins de nuages de basse altitude, et la Terre se réchauffe. Les données du ISCCP, ce sont des rayons infrarouges. C'est intéressant. J'ai entendu parler pour la première fois des travaux de Henrik Svensmark quand j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les aérosols, les particules en suspension, étaient produits dans l'atmosphère terrestre. C'est une question essentielle car les nuages sont formés à partir de ces particules d'aérosols présentes dans l'atmosphère. Le satellite analyse un paramètre spécifique. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que les rayons galactiques cosmiques sont capables de moduler les aérosols, ces particules présentes dans les couches les plus basses de l'atmosphère. En fait, nous sommes en mesure de prouver que les aérosols produits par ce rayonnement cosmique sont modulés de façon très importante dans les couches les plus basses, celles qui contiennent justement les nuages qui ont un effet refroidissant sur la Terre. Ce qu'on ne comprend pas encore, c'est comment et pourquoi ils se forment. C'est justement là que le rayonnement cosmique peut entrer en jeu. Car que fait-il lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre? Il produit des ions. Nous pensons que ces petites charges aident à former ces aérosols présents dans l'atmosphère terrestre. Je vais vous parler du rayonnement cosmique. Ce sont des particules chargées d'énergie. Elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre et on est même capable de les mesurer. Quand l'activité solaire est à son maximum, on constate que peu de rayons cosmiques pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Ça s'explique par le fait que le Soleil a alors un champ magnétique très puissant. Les particules présentes dans l'espace galactique ont beaucoup de mal à entrer dans le système solaire. Il semble donc y avoir un lien entre les changements dans l'activité solaire et les changements de climat. Il faut donc que nous arrivions à prouver de façon expérimentale si oui ou non ce lien existe et comment il fonctionne. Tout laisse à croire que nous serons bientôt en mesure de pratiquer prochainement une expérience de ce type. J'aimerais juste dire que cette expérience est excessivement mal conçue et témoigne d'une méconnaissance totale de la façon dont se comportent les nuages. Quel que soit l'angle sous lequel on la considère, elle est très mal conçue et ne vous apprendra rien sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Je ne suis pas d'accord. Je précise que les gens qui travaillent avec nous sont des experts en aérosols et en chimie atmosphérique. Ils savent donc de quoi ils parlent. Et je sais qu'eux aussi seront en désaccord avec vous. Je sais qu'il y a des points de vue différents sur la question, mais le vôtre est extrême.
Il m'est arrivé de nombreuses fois au cours de mes conférences de me retrouver face à des gens très énervés qui tentaient de me convaincre que ce que je faisais était une totale perte de temps. Avez-vous lu mon livre? J'en ai entendu parler. Alors ne venez pas discuter de physique des nuages. Toute votre théorie ne tient pas debout. Personne ne m'a opposé un argument scientifique qui m'ait convaincu qu'il n'y avait pas d'intérêt à poursuivre mes recherches. Quel intérêt y a-t-il à faire cette expérience? Il y a eu plusieurs articles sur les noyaux de condensation des nuages, sur leur origine exacte, sur leur mode de formation. On sait tout ça? Non, d'après ces gens, nous ne le savons pas. Qu'ils lisent les articles là-dessus. J'ai réalisé que si l'hypothèse était correcte, si le rayonnement cosmique avait bien une influence sur la couverture nuageuse et le climat, ça voulait dire que les variations qui proviennent de toute la Voie lactée devaient aussi jouer un rôle sur notre climat. Je m'intéresse à l'astronomie depuis l'enfance. C'est pour ça que je suis devenu astronome. J'ai toujours aimé la Voie lactée. J'aime sortir dans la nuit et admirer la merveilleuse galaxie dans laquelle nous nous trouvons. C'est là que nous vivons. Tout ça a une influence sur nous, sur le climat de la Terre. Et ça doit être pris en compte si on veut comprendre les variations climatiques du passé. Si on regarde la Voie lactée d'en haut, on compte 4 bras spiraux, car elle fait partie des galaxies à bras spiraux. Nous-mêmes, nous sommes situés ici, sur un bras plus petit. Nous faisons le tour du Soleil en 1 an, mais tout le système solaire tourne autour de la Voie lactée en 250 millions d'années, ce qu'on appelle une année galactique. Ça signifie que tous les 150 millions d'années, quand on traverse un bras spiral, la température tombe de 5 à 10 degrés. Quand on est en dehors du bras, il fait plus chaud. J'ai travaillé en collaboration avec Jan Weiser et nous avons reconstitué les températures terrestres. On a découvert que la température était plus froide de 5 à 10 degrés quand on était à l'intérieur d'un bras spiral de la galaxie. Personne n'avait mis ça en évidence avant, et nous étions très surpris. Mais le plus intéressant, c'est que ça signifie que le rayonnement cosmique est le facteur le plus important pour le climat de la Terre, du moins à l'échelle géologique. Et la seule explication qu'on puisse donner à ça est la théorie de Svensmark sur la couverture nuageuse. Quand on compare les données géologiques et les données astronomiques, voilà ce que ça donne. Vous pouvez constater qu'il y a une correspondance. La courbe noire représente la reconstruction géologique des températures sur la Terre sur la base des données géochimiques de Jan Weiser. Et en rouge, vous avez la variation de l'intensité du rayonnement cosmique. Quand on voit ces deux courbes, on constate une très forte corrélation. Statistiquement, c'est très parlant. Mais même sans se plonger dans les chiffres, devant ça, on voit tout de suite que c'est très significatif. Quand on fait une expérience, il y a toujours une part d'incertitude, car on remet en question tout ce qu'on fait. On se demande si c'est la bonne façon de procéder. Mais nous avons été très méticuleux. Et nous avons soumis nos idées au plus grand nombre possible de tests. Je pense sincèrement que nous avons découvert un mécanisme très important. Et la façon dont il fonctionne nous a tous surpris. Nous pensions avoir fait une découverte majeure en mettant en évidence comment le rayonnement cosmique influe sur la couverture nuageuse et par là même sur le climat de notre planète. Mais pour des raisons mystérieuses, nous n'avons pas réussi à faire publier nos travaux. Nous les avons présentés à 4 reprises à plusieurs revues scientifiques, mais nous n'avons pas réussi à faire publier nos résultats. Svensmark et son équipe avaient obtenu de très bons résultats. Et je pensais qu'ils seraient publiés immédiatement ou dans les mois qui suivraient leur découverte. Or, ils ont mis 16 mois à se faire publier.
La raison à cela est selon moi une réticence de la communauté scientifique, et plus précisément celle qui soutient que l'effet de serre est dû à l'activité humaine, à accepter l'idée que cette nouvelle théorie, déjà étayée par quantité de preuves empiriques, le soit maintenant par des preuves expérimentales. Ce sujet prend une nouvelle dimension, car le réchauffement climatique est devenu un enjeu politique. Ça devient soudain politiquement incorrect. Aux États-Unis, il y a de très bons travaux de recherche sur le réchauffement climatique qui ne sont pas publiés uniquement parce que quelqu'un en a décidé ainsi. Après plus d'un an d'attente, nous avons réussi à faire publier nos travaux dans la revue de la Royal Society. Alors que cette aventure se termine, je peux dire en confiance, oui, nous avons trouvé une très belle solution au mystère des nuages. Il reste cependant un mystère, celui de savoir quand le reste de la communauté des climatologues comprendra que ce sont des forces extérieures à notre planète qui contrôlent notre climat. Ces idées montrent que la Terre n'est pas une petite île isolée flottant dans l'univers. Nous faisons partie du grand univers, et les processus qui s'y déroulent, comme la formation des étoiles ou les variations de l'activité solaire, ont une influence sur notre climat. Et tous ces facteurs peuvent produire des changements considérables. Notre planète est totalement aux abois. Alors je m'appelle D'Angelo94 et je fais du rap et je suis activiste, voilà. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que c'est quand même une cause humanitaire et voilà, pour moi ça me paraît logique d'être là. Il y a du barium, de l'aluminium, tous les jours ils nous balancent ça sur la tête. C'est officiel, on en parle dans tout ce qui est traité européen, les députés ils en parlent. Voilà, maintenant ça fait 10 ans qu'ils nous balancent ça sur la tête, faut juste se réveiller quoi. Faut changer le monde, voilà. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène des chemtrails? En quelques mots, c'est contrôle climatique par procédé chimique. Donc, ensuite, dedans, il y a du barium, ce qui accentue la sécheresse des sols, parce que le barium, ça aspire l'humidité. En gros, ils accentuent le problème climatique avec ça. Donc, déjà ça. Et comme je le dis, sur un point de vue santé, voilà. Sur un point de vue santé, c'est énorme. Je vous mets une main dans Tchernobyl, vous allez me crier au scandale. Donc là, c'est Tchernobyl sur nos têtes, crier au scandale, quoi. Donc voilà. Et quels sont les documents ou les films peut-être que vous avez vus qui vous ont éveillé sur le sujet? Alors, réveillé, c'est des amis qui m'ont juste dit regarde le ciel. Et pendant un moment, comme tout le monde, en fait, j'étais crédule. En plus, j'habite pas loin d'Orly, donc des avions, j'en vois toute la journée. Et à un moment donné, je me suis dit c'est plus possible en fait. C'est pas juste de temps en temps une traînée et basta. C'est des fois, on voit plus notre ciel, c'est du quadrillage. Et à partir de là, c'est une sensation d'agression, quoi. On se sent agressé. Donc au début, c'est des gens qui m'en ont parlé. Après, le premier vrai reportage, c'est Bye Bye Blue Sky. Voilà. Et après, il y a eu la conférence au Parlement européen, il y a eu des députés qui en parlent. Voilà.
Et parmi les avions qui survolent justement Orly, vous voyez la différence entre les traînées classiques et les traînées chemtrails? C'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. Déjà, alors déjà quand on est près d'Orly... Ce que je veux dire, c'est que toutes les traînées sont pas des chemtrails. Ah non, pas du tout. Déjà, en étant près d'Orly, les avions ils sont bas. Donc à la base, il n'y a pas de condensation. Donc les seules choses qu'on voit en condensation, c'est vraiment les hautes altitudes. Et quand on voit déjà sur d'autres routes, parce que bon, ils ont des routes bien précises, les avions, quand on voit que c'est d'autres routes qui n'ont rien à voir, qui se croisent, que c'est la fête chez mamie, eh ben on sait que c'est pas des avions d'Orly, de Roissy, ça n'a rien à voir quoi, ça n'a rien à voir. Faut juste observer, en fait c'est une question d'observation. Vous vous posez 2 heures à regarder le ciel, vous voyez tout de suite la différence de vous-même. Il y a quelque chose qui tombe et vous voyez que c'est lourd, il y a quelque chose qui disparaît dans l'atmosphère. Donc à partir de là, voilà, la condensation, c'est de l'humidité, ça disparaît rapidement. Des métaux lourds, ça n'a rien à faire dans le ciel, ça disparaît pas. Voilà, donc à partir de là... Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Nous venons d'envoyer une lettre recommandée à chacun des directeurs de Météo France. C'est une lettre ouverte. La voici. Vous pouvez la reproduire et la diffuser aussi largement que vous voulez, mais ne l'affichez pas dans les endroits interdits. Bonjour, c'est Evelyne Delia. Alors, mon souvenir de Noël, c'est certainement le souvenir le plus ancien de ma mémoire, tout simplement parce qu'à cette époque, je croyais encore au Père Noël. Et mon père m'avait dit, cette nuit, le Père Noël va passer et il va déposer au pied du sapin les jouets que tu as commandés. Donc, je me dis, est-ce que le Père Noël va passer cette nuit? Je vais entendre du bruit, c'est dans la pièce à côté. Quand j'entends du bruit, je me lève pour voir le Père Noël. Évidemment, on a les gestes quotidiens et les idées qui nous viennent tout de suite à l'esprit, c'est ne pas laisser couler inutilement l'eau au robinet, préférer les douches au bain. Mais moi, j'irai aussi plus loin. Je pense à la mer et je pense aux plaisanciers, surtout, qui sont en mer en été et surtout, ne jetez rien par-dessus bord. C'est tellement facile de le faire, évidemment, on est tout seul en mer, il n'y a personne tout autour, et puis on se dit un petit sac plastique, c'est rien par rapport à l'océan. Si, c'est beaucoup pour l'océan et c'est beaucoup aussi pour la faune. On sait par exemple que les dauphins meurent, sont étouffés à cause de sacs plastiques. Un sac plastique suffit. Donc sachez, vous plaisanciers, ils le savent de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important à dire, c'est qu'il existe dans les ports des lieux spécifiques pour jeter ces déchets. Donc, attendez d'être dans ces ports de plaisance pour le faire et ne jetez plus rien en mer.
Pour notre Zoom du jour, nous recevons François Gervais. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, François Gervais est physicien, professeur émérite à l'Université de Tours et ancien directeur d'un laboratoire du CNRS. François Gervais, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, L'urgence climatique est un leurre. C'est édité chez L'Artilleur. Et ma première question, François Gervais, évidemment, va tourner autour du CO2, le fameux dioxyde de carbone, aujourd'hui accusé par les politiques et les médias en général de masse d'être à l'origine de tous les maux de la Terre. Son augmentation dans l'atmosphère est-elle d'origine anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme? Le CO2 est un bouc émissaire. Il y a une part, sans doute, d'effet anthropique. Mais, si on retourne en 1945, il y a donc 3/4 de siècle. Je dis 1945 parce que c'est le moment où les émissions de CO2, par combustion du pétrole, du gaz et du charbon, se sont mis à accélérer. Qu'a fait la température de la planète, la température moyenne de la planète? Elle a baissé pendant 30 ans. Donc, oui, il y a sans doute un effet anthropique, mais ce n'est pas l'effet majoritaire, puisque la température baissait quand les émissions de CO2 qu'on accuse de réchauffer augmentaient. Est-ce que François Gervais, le taux, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le taux de CO2 dans l'atmosphère a évolué ces 50, ces 100 dernières années? Alors, si on reporte donc la température moyenne de la planète depuis 1880, donc depuis presque 140 ans, on observe d'abord une baisse de la température, puis une hausse jusqu'en 1945, puis une baisse jusqu'en 1975, puis une hausse. Bon, ça, c'est une variabilité qui est essentiellement naturelle. Le taux de CO2, en un siècle, il a augmenté. Alors en général, quand on fait un quiz auprès de quelqu'un, quel est le taux de CO2 dans l'air? Les gens disent 20%, 50%, 80%, mais non, c'est 0,04%. À la fin du 19e siècle, c'était 0,03%. Donc on a augmenté de 0,01% en un siècle. Et si on parle de gaz à effet de serre, je rappelle que le principal gaz à effet de serre, c'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Que je sache, on ne dit pas encore que la vapeur d'eau est un polluant, heureusement. Et François Gervais, dans votre ouvrage, vous rappelez que sur 10 000 molécules d'air sec, on est passé en un siècle de 3 à 4 molécules de gaz carbonique. Voilà. Et donc c'est vraiment très peu. C'est très peu, mais c'est suffisant pour jouer un rôle essentiel sur la végétation, dont c'est une nourriture indispensable et irremplaçable. Vous allez vous faire des ennemis, François Gervais, avec cet ouvrage. Vous estimez, vous nous racontez dans votre ouvrage que la chaleur dégagée par la combustion de charbon, de gaz ou de pétrole ne réchauffe pas la Terre. Elle la réchauffe si peu que c'est en deçà des seuils mesurables. Si on reprend l'histoire de la Terre, alors mesurée en centaines de millions d'années, on a des reconstructions de température et des reconstructions de taux de CO2 dans l'air. Il y a des époques où il y en a eu 10 fois plus qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché des glaciations. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet, mais c'est un effet qui est minime par rapport à la vie naturelle de la planète. François Gervais, est-ce qu'on peut prédire facilement la température dans 100 ans, dans 50 ans? C'est ce qu'a essayé de faire le GIEC. Et si vous lisez... Alors le GIEC, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le mot intergouvernemental est essentiel. Alors, expliquez-nous pourquoi. Que dit-il? Pourquoi? Parce que ce fameux résumé à l'attention des décideurs est adopté, avec bien entendu des scientifiques qui ont rédigé le brouillon, mais avec les représentants de tous les États, en gros, qui ont signé, qui ont participé au travail du GIEC, il y en a beaucoup, et chaque mot est pesé, chaque phrase est pesée avec l'accord des États, sinon on ne le met pas dans le résumé. Donc, ce mot intergouvernemental est essentiel pour bien comprendre comment ça se passe. Il y a un aspect clairement politique, sous l'égide de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été créée il y a une trentaine d'années. Et donc, est-ce possible de prévoir
au 100 ans en arrière, la température qu'il va faire dans 100 ans. Alors, le GIEC nous dit, quand on va regarder ce résumé à l'attention des décideurs, la température à la fin de ce siècle augmentera de 0,3 degrés, et là je suis d'accord, jusqu'à 4,8 degrés. C'est quand même une incertitude invraisemblable. Oui, l'écart est énorme. Énorme. La sensibilité climatique, c'est-à-dire de combien la planète se réchaufferait si on doublait le taux de CO2 dans l'air. Le GIEC nous dit, et ça c'est une valeur qui traîne depuis très longtemps, entre 1,5 et 4,5 degrés. Attendez, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme si le poids d'une personne, on disait, ah bon, on ne sait pas si c'est 33 kilos ou 100 kilos. Faut-il soigner la Terre pour anorexie ? Pas les mêmes. Faut-il soigner la Terre pour anorexie ou pour obésité ? C'est quand même pas tout à fait pareil. Et alors, vous expliquez que les Américains qui ont investi beaucoup d'argent, c'est-à-dire 40 milliards de dollars injectés depuis 1979 pour au final avoir un intervalle de 3 degrés. Qui n'a pas changé. C'est encore très important. Alors, ce qu'il faut ajouter, parce que ce rapport AR5, ce 5e rapport du GIEC, il est sorti quand même en 2013. Depuis, je regarde, j'épluche toutes les publications scientifiques dans des revues internationales avec comité de lecture qui sortent, et la tendance est nettement à la baisse. Dans la grande majorité des publications faites depuis, les valeurs sont plus basses que la moyenne de 3 degrés du GIEC. Et en tout cas, le GIEC, c'est ce que vous expliquez encore dans votre ouvrage, reconnaît la quasi-absence de réchauffement climatique depuis 1998, soit au moment où l'activité humaine devait polluer le plus, produisait le plus de gaz à effet de serre. Et donc à ce moment-là, même ce groupement qui affirme à 95% être sûr du fait que le réchauffement climatique est la résultante de l'activité humaine, on voit que ils reconnaissent qu'il n'y a quasiment pas de réchauffement climatique, mais en même temps, ils sont sûrs que c'est le fait de l'homme qui réchauffe. Donc, c'est un paradoxe total. Tout à fait. Et il y a deux aspects. Ce que j'appellerais le climat réel et le climat virtuel. Le climat virtuel, c'est ce qui est calculé par les modèles repris par le GIEC. Ce n'est pas tous les modèles de climat, attention. C'est les modèles de climat repris par le GIEC. Effectivement, ils donnent, et c'est une figure qui est dans le rapport du GIEC, des réchauffements 2 à 10 fois supérieurs à la réalité mesurée, aux fluctuations près, parce qu'évidemment, quand il y a un phénomène El Niño dans le Pacifique, on a un pic momentané, puis ça redescend. Mais le GIEC reconnaît que, dans 2 figures de son rapport, que les modèles chauffent 2 à 10 fois trop par rapport aux observations depuis 1998, comme vous le dites. Alors, vous poussez le bouchon encore plus loin, François Gervais, puisque vous nous expliquez que non seulement le CO2 n'est pas un polluant, mais qu'en plus, il est un engrais naturel. Mieux qu'un engrais, c'est indispensable. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère de la Terre, il n'y aurait pas de végétation sur Terre. Donc c'est plus qu'un engrais. Bien sûr, ça facilite les choses, mais il en faut, de toute façon. Et ça, on s'en rend très bien compte maintenant. Dans les dernières observations qui ont été faites de cela, il y a une oscillation saisonnière du taux de CO2 dans l'air. C'est-à-dire, chaque printemps-été dans l'hémisphère nord, on voit le taux de CO2 baisser. Et puis, en automne et en hiver, il remonte. Et ainsi de suite chaque année. Bon, quand on regarde l'amplitude de cette oscillation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande, telle que mesurée à La Jolla en Californie, que quand elle a commencé à être mesurée vers les années 1959. Et l'amplitude a augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-même. Ça veut dire que la végétation était réellement en manque de ce qui, pour elle, est sa nourriture. Oui, parce que indispensable. C'est ce qu'on apprend quand même quand on est jeune, même dès le primaire. Oui. C'est que les plantes respirent du CO2, du dioxyde de carbone. Absolument. Et rejettent de l'oxygène. Voilà. Et donc, grâce à cette petite augmentation du CO2, puisqu'elle est quand même minime... on est passé de 0,03% à 0,04%, mais comme la végétation en manquait énormément, elle se jette là-dessus. Et alors, vous nous expliquez même qu'on a gagné 18 millions de kilomètres carrés de verdure en 33 ans. Exactement. Ça a été mesuré par toute une équipe internationale, par satellite. Voilà. Ils ont mesuré sur une période de 33 ans le verdissement de la Terre. Et ils ont dit, effectivement, ça fait l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. Je rappelle, c'est quand même plus de 30 fois la superficie de la France. Qui sont, François Gervais, les premiers bénéficiaires de cette augmentation du CO2 ? Tous ceux pour qui, bien évidemment, la nourriture est le premier poste de dépense. C'est-à-dire les gens les plus démunis de la planète. C'est
Le bénéfice, c'est d'abord pour eux, bien sûr. On peut le chiffrer à peu près 1 milliard de personnes, oui. Et voilà, et vous nous dites justement que ce bénéfice économiquement pour l'humanité, il est de 3 000 milliards d'euros entre 61 et 2011. Voilà, ça a été chiffré dans une étude américaine en prenant justement toutes les plantes nutritives, qu'il s'agisse des céréales, mais aussi les légumes et les fruits, sur lesquels il y a un bénéfice assez important d'un accroissement du CO2. Alors, il y a quelques rares plantes qui ne jouent pas le jeu, mais il y a également le plancton de la mer. Et donc, on augmente, qui a explosé, vous nous expliquez. Qui augmente donc la nourriture de toutes, pour les poissons, de tous les poissons, les mammifères marins. Donc tout ça, c'est un vrai bénéfice. Ça a été chiffré à 3 000 milliards d'euros, mais ça continue, bien sûr. Alors justement, pour parler des animaux, les médias, en tout cas les personnes qui affirment qu'il y a ce réchauffement climatique, accusent régulièrement les bovins de rejeter des gaz à effet de serre, donc le méthane et le protoxyde d'azote. Est-ce que ces gaz sont dangereux pour l'environnement ? Alors, le méthane avait doublé au cours du XXe siècle dans l'air. C'est un taux beaucoup plus faible que le gaz carbonique. C'est un taux extrêmement faible. Ça se mesure en partie par milliard. Enfin, c'est vraiment très très peu. Mais bon, c'est vrai qu'il avait doublé au cours du XXe siècle. Et puis maintenant, depuis une trentaine d'années, ça monte beaucoup moins vite et ça a tendance à pas se stabiliser, mais monter très très peu. Alors j'ai fait le calcul, même en prenant les chiffres du GIEC. Bon, on a peut-être eu un réchauffement de 0,03 degrés à cause du méthane. Il n'y a vraiment pas de quoi accuser les agriculteurs de cela, franchement. Vous nous expliquez néanmoins, François Gervais, qu'il existe des gaz qu'il faut éradiquer. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Alors bien sûr, il y a des polluants. Le premier qu'on a pratiquement éradiqué grâce aux pots catalytiques montés sur les voitures, c'est le monoxyde de carbone. Alors là, qui est carrément un poison. Et puis plus généralement, tout ce qui va être fumée, particules, effectivement, moins il y en aura dans l'air, mieux ça vaudra, bien sûr. Alors, mais ça n'a rien à voir avec le CO2. François Gervais, vous citez ce professeur d'économie du changement climatique à l'université d'Amsterdam, Richard Tol, qui montre qu'une augmentation de la température jusqu'à 2 degrés serait bénéfique pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi reposent ces travaux ? On pourrait citer, mais c'était pas encore le cas quand j'ai écrit le livre, mais citer un des derniers prix Nobel d'économie, qui lui aussi dit que l'idéal pour la planète, ça serait 2-3 degrés de plus, et que ça serait un bienfait. Donc là, ils font une analyse coût-bénéfice. Si on augmente un peu la température de la planète, non seulement c'est pas une catastrophe, mais de toute façon, ça sera pas le cas. Alors, en tout cas, si c'est le cas, ça sera naturel, et pas à cause du CO2, qui a atteint pratiquement ses limites de tout ce qu'il peut faire. Le CO2 ne réchauffera pas la planète au-delà d'une fraction de degré d'ici un siècle ou deux. De toute façon. Alors, on nous explique souvent dans les médias que ce risque de réchauffement planétaire risque d'entraîner une hausse du niveau des océans et donc risque de mettre, en tout cas, de faire expulser tous ces gens qui sont sur des îles ou alors sur des territoires assez plats en mer. Alors, à l'heure actuelle, la hausse moyenne du niveau des océans mesurée par les marégraphes. Il y en a 2000 sur toutes les côtes, les îles. Les marégraphes, si on en prend la moyenne, on trouve une hausse de 1 mm par an. 1 mm par an d'ici la fin du siècle, ça va faire 8 cm. Est-ce que c'est une catastrophe ? Je crois que quand il y a des marées, l'amplitude est de toute façon beaucoup plus grande. Et entre les petites marées et les grandes marées, on sait s'en prémunir. Donc, même si on prend, à l'heure actuelle mesurée par satellite, c'est 3 mm. Ça ferait 30 cm. Bon, même pas 25 cm, puisqu'on est déjà en 2018, d'ici la fin du siècle. Mais c'est moins que rien. Vous nous expliquez qu'il y a même certains territoires qui se sont agrandis. Ah oui, exactement. C'est ce qu'on constate. Il y a des îles qui, au contraire de se noyer, au contraire, ont augmenté de surface. Bon. Là où on avait dit que c'était catastrophique. Mais est-ce que si on considère qu'il y a un réel réchauffement climatique, ce qui n'est pas votre thèse, est-ce qu'on peut se dire que ce réchauffement de l'air peut réchauffer les océans ? Sur le principe,
une fois l'ensemble des températures équilibrées, mais ce qui prendra sur la Terre plusieurs siècles, bien sûr, il y a une influence mutuelle. Mais je propose la petite expérience suivante. Remplissez une baignoire d'eau froide et essayez de la réchauffer avec un sèche-cheveux, ce qui est beaucoup plus chaud que l'air aujourd'hui. Eh bien, on en reparle. Le soleil peut réchauffer les océans, mais l'atmosphère, non. Beaucoup moins. Pas suffisamment. En revanche, les océans, si eux se réchauffent, ils vont réchauffer l'air, bien sûr. Mais là, en sens inverse, c'est pas du tout évident. Essayez avec un sèche-cheveux, vous verrez. On a énormément de mal à chauffer l'eau d'une baignoire. François Gervais, l'autre grande partie de votre ouvrage, enfin à mon sens, c'est que vous estimez que la lutte contre le réchauffement climatique est aujourd'hui complètement vaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Puisque de toute façon, prenons la politique française. Au hasard, la France a réduit de 20% ses émissions de CO2. Bon. Qu'est-ce que ça a fait ? Même si je reprends la sensibilité climatique du GIEC, qui est très exagérée et contestable, même en reprenant ça, la France a œuvré, en faisant ça, pour éviter un réchauffement de la planète de 1 millième de degré. Autrement dit, on a des lois dont l'impact n'est même pas mesurable. À quoi bon ? Oui, et à l'heure en plus où on demande aux Français de payer plus cher pour faire un plein d'essence, donc il faudrait, je crois, c'est ce que vous dites, 16 milliards d'euros par jour. C'est ce que dit la Banque mondiale. À l'échelle planétaire, dépensés pour tenter de réduire ce réchauffement climatique. Disent-ils, mais en réalité, ça ne ferait que grever la dette souveraine mondiale, de la multiplier par 2,5. Et puis alors en plus vous argumentez encore plus dans ce sens, puisque vous nous dites que l'Inde et la Chine vont continuer à augmenter leurs émissions, qu'aucun pays d'Europe n'a tenu ses engagements qu'il avait pris lors de la COP 21. Et un petit peu pour aller sur ce thème du photovoltaïque et de l'éolien, vous nous dites que l'Allemagne et le Danemark se sont engagés sur cette voie, mais que leurs résultats ne sont pas très probants et qu'en plus ça coûte très cher de s'équiper d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Plus on peut porter le prix du kilowattheure payé par le consommateur dans différents pays d'Europe, plus l'implantation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques est élevée, avec un record en Allemagne et au Danemark, et c'est eux qui payent l'électricité 2 fois plus cher que les Français. Et est-ce que, d'un point de vue économique, c'est, dans la production de ces engins, de ces panneaux, de ces éoliennes, est-ce que ça favoriserait pas, par exemple, la baisse du chômage ? Je ne sais pas. Alors, sans doute que toute activité économique a un effet positif de ce genre. Mais alors, en ces termes, à ce moment-là, on va recruter plein de terrassiers au lieu de machines qui font le travail beaucoup mieux. Alors, on les paiera cher, mais ça évitera le chômage. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Il faut quand même faire des choses intelligentes aux salariés. Il ne faut quand même pas tomber dans ces excès-là. Donc, faire des choses, parce que est-ce que c'est utile ou inutile ? La première question à se poser, c'est est-ce que l'énergie fabriquée par un panneau photovoltaïque sera à terme supérieure à l'énergie qu'on a dépensée pour le fabriquer lui, et ensuite en assurer la maintenance et le démanteler en fin de vie. Si l'énergie produite est inférieure à toute cette énergie investie... C'est pas viable. C'est pas viable, évidemment. Et c'est la première question qu'il faut se poser. Ça dépend de la latitude. Il est clair que dans des pays plus au sud, ça peut être valable. Mais dans les pays du Nord, là, faut vraiment voir. Et est-ce que, François Gervais, la production des composants de ces machines, de ces éoliennes, de ces panneaux photovoltaïques est, on va dire, pas trop mauvais pour l'environnement ? Il suffit d'aller se promener en Chine et voir le travail des enfants dans les mines dans des conditions épouvantables, alors que ça va devenir quelque chose d'aussi stratégique que l'était le pétrole jusqu'à présent, avec toutes les guerres que ça a supposées pour la maîtrise du pétrole. Eh ben, si on développe ça sera des guerres pour la maîtrise de ce qu'on appelle les terres rares, qui sont indispensables, le néodyme par exemple, pour les aimants des éoliennes. Ça va être la guerre pour s'assurer la mainmise là-dessus. Alors, il y a 2-3 petites questions avant qu'on voit un petit peu l'avenir pour la production d'énergie dans le monde. François Gervais, des petites questions comme ça. Est-ce que porter un masque anti-pollution, c'est bon plutôt pour le corps ? Contre la pollution, oui.
Mais le CO2 n'est pas un polluant, puisque nous expirons du CO2. Nous en fabriquons plusieurs fois par minute. Et du coup, vous dites que justement, le CO2 qu'on recrache reste un petit peu prisonnier dans notre masque. Est-ce que c'est mauvais pour la santé d'avoir ce... Le CO2 n'est pas toxique aux concentrations auxquelles nous expirons. Quand nous expirons, il y en a à peu près 30 fois plus que dans l'air, dans notre haleine. Mais même si on porte un masque et est-ce qu'on le réinspire, ça n'est pas toxique, il n'y a pas de danger. Et est-ce que on peut constater qu'il y a des espèces animales en danger à cause de l'activité humaine? Vous nous parlez notamment des ours polaires. Alors pour l'instant, les ours polaires sont chassés, en particulier au Canada, mais en dépit de la chasse, ils sont plutôt bien reproduits, puisque dans les années 1950, on en comptait, c'est pas moi qui le dis, si je reprends les travaux publiés sur la question, on en comptait 15 000, on en compte 50 000 aujourd'hui. Mais François Gervais, on nous montre souvent à la télévision ces images de glaciers qui s'effondrent comme ça dans l'océan. Est-ce que ça n'est quand même pas la preuve qu'il y a un réchauffement climatique? Alors, l'avance d'un glacier est normale. Elle est due au fait du poids du glacier qui fait que petit à petit, il coule. Et s'il est au bord d'un lac comme le Perito Moreno ou au bord de la mer, oui, quand il arrive en porte-à-faux au-dessus de la mer, la glace tombe dans l'eau. C'est pas du tout une preuve de réchauffement climatique. Ça a toujours été comme ça. Ça s'appelle le vélage du glacier. Cette lutte contre le réchauffement climatique, François Gervais, vous nous l'expliquez, elle est un petit peu élevée au rang de religion. Quel serait, selon vous, François Gervais, le dieu de cette religion contre le réchauffement climatique? Au choix, une poule aux œufs d'or ou un veau d'or. Donc c'est clairement derrière un énorme bénéfice, c'est un formidable business, et derrière il y a énormément d'argent. Enfin, je veux dire, pour des raisons financières. Là, on est en train de proposer des obligations vertes, entre guillemets. C'est un vaste jeu financier qui va rapporter énormément d'argent à certains. Oui, et donc pas aux contribuables forcément français. J'en doute. Non, ce que je crains, c'est que, ou bien on sera taxé, mais on s'aperçoit quand même que les Français commencent à en avoir un peu assez d'être le pays le plus taxé d'Europe, mais que si on taxe pas, on va encore creuser la dette. Et ça, c'est pas sympa pour nos petits-enfants. Et vous expliquez d'ailleurs que la préoccupation environnementale sur le climat, le réchauffement du climat, apparaît dans les sondages parmi les dernières préoccupations. Au moment de COP21. Mais c'est vrai que ça évolue, et peut-être pas dans le bon sens. Oui, il y a peut-être le terrorisme, le chômage qui... Bon. Mais c'est vrai qu'au moment de COP21, les sondages qui étaient parus à ce moment-là montraient cela. En revanche, aux États-Unis, puisqu'on regarde aussi les États-Unis, puisque eux se sont retirés de l'accord COP21, maintenant les sondages sont clairement, en fonction de dire, mais tout ça, franchement, c'est secondaire. François Gervais, il nous reste un petit peu de temps pour ma dernière question. Quel avenir voyez-vous pour la production d'énergie face à l'épuisement des combustibles fossiles? Bien évidemment, il faut s'en soucier. On a du temps, Le pétrole, le gaz, les réserves connues actuelles. On a combien de temps d'ailleurs? Les réserves connues actuelles, j'ai bien connu, parce qu'il y en aura d'autres, on en trouvera d'autres, nous donnent au moins 50 ans et 150 ans pour le charbon. Donc on a le temps de développer la recherche pour effectivement mettre au point des énergies renouvelables non intermittentes. Parce que l'intermittence... Oui, le soleil c'est intermittent, il fait pas beau. Non, mais je parle de l'éolien et du photovoltaïque, ça, ce sont des énergies qui ne fonctionnent pas tout le temps. La nuit, il n'y a pas de soleil, et des fois, il n'y a pas de vent. Et s'il n'y a ni soleil ni vent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a plus d'électricité. Donc, il faut effectivement réfléchir à l'après-énergie fossile. Ça aura une fin. Ce n'est pas pour demain, mais ça aura une fin. Alors, il y a plusieurs pistes sur lesquelles, effectivement, la recherche travaille. Il y a, par exemple, à partir de microalgues ou à partir de bactéries, on sait, à partir de CO2, refabriquer un carburant synthétique. C'est une piste, et il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. Par ailleurs... Mais ces laboratoires ne sont-ils pas freinés dans leurs efforts par les groupes pétroliers? Non, pas du tout. Il y a des financements de l'Agence nationale de la recherche sur ces questions-là, donc non. D'accord. Par ailleurs, à l'heure actuelle, on utilise le nucléaire par fission d'atomes
Mais on n'utilise qu'une très faible partie de l'uranium. C'est pour ça qu'on a énormément de déchets radioactifs. D'accord. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais si, avec le nucléaire dit de 4e génération, à ce moment-là, on va consommer tout l'uranium, mieux encore du thorium, et là, on a une ressource qui se régénère, et on a du combustible pour 3000 ans. Et le thorium, où est-ce qu'on le trouve, justement? Parce qu'on sait que l'uranium, on en trouve beaucoup au Mali. D'ailleurs, c'est pour ça que la France est engagée dans ce conflit, pour un petit peu pour protéger les intérêts de l'entreprise Areva. Où se trouvent les sites de thorium? Je ne l'ai pas franchement en tête, je ne peux pas vous répondre précisément sur cette question-là, mais il y en a. Est-ce que vous pensez que le changement de combustible puisse amener à de nouvelles guerres, ou en tout cas à de nouveaux intérêts géostratégiques dans les 50 ans? C'est toujours un risque, c'est la raison pour laquelle il faut aussi regarder de très près la fusion thermonucléaire contrôlée. Il y a le grand réacteur ITER qui est en construction dans le sud de la France. C'est un projet mondial avec plein de pays qui participent. Là, on sait que ça va marcher, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel sera le coût de l'électricité qui sera produite par cela. Parce que là, le problème de la ressource disparaît totalement. La ressource, c'est l'hydrogène. Et il y en a partout sur la Terre. Écoutez, François Gervais, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, L'urgence climatique est un leurre. C'est édité chez l'Artilleur. Je rappelle, j'informe nos téléspectateurs que chaque chapitre est abondamment sourcé, que c'est un travail de scientifique, on peut le reconnaître. Voilà, donc c'est du sérieux.